Bonjour les BMistes, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un moment exceptionnel parce que je vais reprendre possession de ma BMW Z1 qui sort d'un programme complet pour en faire un resto mode, c'est-à-dire une voiture restaurée, modifiée, afin d'être autrement plus performante que le modèle d'origine. Dans cette vidéo, vous allez me voir tomber 2 fois en panne avec ma Z1, pourtant fraîchement refaite. Alors c'est frustrant, c'est décevant, mais au moins je sais que la voiture a été ni accidentée, ni volée, ni eu son kilométrage trafiqué. Comment je sais ça? Parce que avant d'aller me déplacer en Belgique pour l'acheter, je l'ai vérifié avec Car Vertical. En moins d'1 minute et pour une poignée d'euros, la vaste base de données internationale Car Vertical m'a permis de valider que tout était en règle au niveau de l'historique de la voiture. Pour moi qui achète régulièrement des voitures avec, disons, un certain vécu, Car Vertical est devenu mon allié indispensable pour éviter de finir avec une voiture à problème. C'est pour ça que c'est moi qui ai sollicité Car Vertical pour devenir partenaire et sponsor de cette chaîne. Alors si vous aussi vous voulez vérifier une voiture, ça tombe bien, vous avez le droit en ce moment à moins 20% avec le code LB pour les BMistes. Vous avez le lien dans la description. De rien, et maintenant, retour à cette aventure. Alors que je m'apprête à monter dans le Thalys, je partage avec vous pourquoi aujourd'hui c'est un moment sucré-salé. C'est un moment salé parce que Munich Icons, qui m'avait fait le moteur initialement, le moteur a tenu seulement 1000 km malheureusement parce qu'il y avait une malfaçon dans le haut moteur qui a causé un problème de pression d'huile. Donc on a dû refaire un deuxième moteur, ce qui a mis 1 an de délai additionnel. C'est aussi un moment un petit peu salé parce que le budget final que je vais vous partager tout à l'heure était plus haut que ce que j'avais imaginé initialement. Les délais aussi. Enfin, c'est un moment salé parce que je vais devoir revendre cette voiture. Alors, c'est pas du tout de la faute de la voiture, c'est la faute de mes circonstances personnelles parce que j'attends un bébé pour octobre. Et ce qui veut dire qu'avec ma femme, on va avoir beaucoup moins, voire pas du tout, d'occasion de faire des road trips à deux. Et donc, immobiliser autant d'argent dans un cabriolet de 2 places, ça ne se justifie plus. J'aurai un cabriolet 2 places, mais pas du tout du même montant. Et donc elle doit partir. Donc voilà, mélange d'émotions pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve à Bruxelles. Je suis en train d'arriver chez Munich Icons et pourquoi j'ai voulu acheter une Z1 ? D'abord parce que j'avais envie d'un roadster 2 places, ludique pour faire des road trips. Et ensuite la Z1 m'a plu pour évidemment ses portes coulissantes et plus largement son côté concept car immatriculé. Et ce qui va avec, c'est la rareté. Par rapport à la très jolie E30 325i cabriolet qui donne la mécanique à la Z1, la Z1 est autrement plus rare. Je vous affiche les chiffres de production et malgré cet énorme écart de chiffres de production, je trouve que le prix de la BMW Z1 n'est pas aussi élevé qu'il aurait pu être. Moi je l'ai payé la mienne à la base 45 000 €. Et sachant que pour une tout aussi belle et un kilométrage similaire 325i cabriolet, j'aurais payé quoi, 30 000 €. Je trouve que l'écart, compte tenu du côté spécial, exceptionnel, voire unique dans la production automobile de la Z1, je trouve que l'écart n'est pas assez grand et je trouve qu'on en a pour son argent. Ce qui m'amène à pourquoi j'ai voulu la modifier. Si je trouve que la Z1 représente un super rapport qualité-prix compte tenu de son allure, de son concept et de la rareté de sa production, disons que je pense qu'elle aurait pu valoir genre 70 000 €, et pourquoi pas investir la différence entre ce que j'ai payé et ce que j'estime qu'elle peut valoir dans une restauration modification pour en faire un engin beaucoup plus performant, pour en faire la Z1 la plus intéressante qui soit, pour non pas un collectionneur, parce que j'ai rien d'un collectionneur, mais pour un passionné de conduite qui veut vraiment l'utiliser, qui veut la cravacher, qui veut en faire une Z1 sportive. Et là, on arrive devant Munich Icons, un hangar relativement discret, niché dans la campagne en bordure de Bruxelles. Et les 3 voitures devant commencent à afficher la couleur. On est sur les années 80-90, avec une très jolie E21 323i. Je sais pas vous, mais ce modèle me faisait rêver quand j'étais ado, grâce à un truc, c'est la double sortie d'échappement, qui me fait un peu penser aux Ferrari des années 60, qui avaient des échappements très fonctionnels, qui pendaient en dessous comme ça, qui sortaient de la jupe arrière, tels des canons lance-torpilles. Celle-ci est très jolie dans son jus, voilà, elle est ouverte, on peut regarder. Sobre, fonctionnelle.
Alors malheureusement, ce que je ne peux pas vous rapporter, c'est l'odeur qui se dégage. C'est une odeur de vieille BMW, je ne peux pas le dire autrement. Ça doit être leur combinaison de tissu, de plastique, de colle. Ça sent la vieille BM. Ceux qui en ont une savent de quoi je parle. Bon, on ne va pas s'attarder trop, on passe directement sur la mienne. Alors, avant de l'examiner, je vais quand même vous montrer d'autres petits trésors à l'intérieur de chez Munich Icons. On va profiter de la visite pour voir ce qu'il y a. On y va. Alors là, tout de suite, on est dans le royaume de la gueule de requin. On est sur des années 70, 80 et tout début des années 90, peut-être pour certaines. On commence par cette E28. C'est une 535i, pardon, c'est une M535i. Je vais vous montrer l'intérieur. Très propre. Regardez ces sièges, comme c'est joli. Et surtout, écoutez le son que fait la portière, c'est très particulier. Vous entendez ce bruit comme un ressort qui résonne pendant 2 secondes ou 3 secondes après la fermeture de la porte. Je vous la refais. Écoutez. Vous voyez, ça c'est typique des années 80 chez BM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, celle-ci a été rabaissée, on le voit tout de suite avec des jantes plus larges. Celle-ci aussi, on devine quelque chose qui a été fait avec le châssis. Faut que je vous montre cette E30 325i Touring. Alors, j'allais dire elle paye pas de mine, mais si, elle paye déjà de mine. C'est le rouge Calypso, je pense. Et je vais vous montrer le soubassement parce qu'elle a été complètement restaurée, refaite à neuf. Regardez un peu. Regardez comme tout est clinique. Chaque écrou, chaque boulon, tout est raide de neuf. Alors c'est une voiture qui a déjà été livrée il y a un bout de temps au client, donc elle a pu accumuler un petit peu de poussière et de salissure d'usage. Mais voilà, vous voyez, c'est collector, ou plutôt totalement restauré. C'est ce qu'on appelle un état concours. Et cette Touring 325i n'est pas ordinaire du tout. Mis à part son état, elle a une spécification, regardez. En place du M20 B25, donc le 2,5 litres d'origine qui développe 170 chevaux, et bien là, vous voyez les collecteurs d'échappement de longueur égale, vous voyez le cache-culasse Munich Icons, et en fait ça cache que c'est un 2,7 litres avec un contrôle moteur particulier, avec une admission retravaillée, avec un arbre à cam, avec le collecteur d'échappement. Je ne connais pas le chiffre de puissance, mais on va être sur à peu près 215 chevaux, je pense, si je devais deviner. Et regardez l'intérieur. C'est un intérieur sur mesure, fait avec le tissu M gris. Regardez les bandes M sur le siège. Tout est neuf. Et à l'arrière, il y a une surprise. Normalement, la banquette arrière prend 3 personnes avec 3 ceintures de sécurité et 3 sièges. Mais regardez là, c'est une banquette faite sur mesure pour en faire avec des sièges baquets. Et donc, c'est une banquette pour 2 personnes et non pas une banquette 3 personnes. Donc, cette voiture est totalement unique. Maintenant, on retourne dehors. Je vais vous parler un peu de ma Z1 Resto Mode. Alors, je ne vais pas vous faire patienter. Regardez ce qui se passe quand on ouvre la portière. Il y a la vitre qui baisse et en même temps la portière qui baisse pour rentrer dans le côté comme ça. Et alors, si on a une femme et on est en jupe, c'est un peu difficile parce qu'il faut lever la jambe, enjamber. Il faut se tenir à cet élément structurel du pare-brise pour se mettre doucement dedans, lever le deuxième pied et voilà, on est assis au volant de la Z1 et là, ah, ça fait plaisir d'être là-dedans, je vous raconte pas. Je vais baisser l'autre portière. Ah, regardez comment ça se fait, c'est une petite poignée de porte normale, mais qui fait commander une porte qui n'est pas normale du tout, regardez. C'est un truc de ouf. Et là, on se trouve dans un buggy en plein air, c'est complètement unique. Regardez la plaque. Munich Icons Z1 Remastered, ça veut dire reconçu, reconsidéré. C'est la numéro 1 qu'ils ont fait. Quoi vous dire? D'abord, pourquoi j'ai acheté cet exemplaire
Ben, je vais vous montrer. Regardez les 4 sorties à l'arrière. La Z1 stock, elle a une simple sortie du côté gauche. Et ici on a 4 sorties, je voulais ça et celle-ci était déjà équipée et en plus elle était déjà équipée d'un pont court à l'arrière, ce qui résout le problème des rapports de boîte qui sont trop longs. Alors ceux qui connaissent un peu la Z1 auront vu qu'il se passe un truc pas très orthodoxe à l'avant. Regardez la taille des disques, ils sont énormes parce que c'est des disques de... attends que je confonde pas, ça fait un moment que j'ai fait la spécification. C'est une série 5 en tout cas, c'est une E34 ou une E39. Donc il y a vraiment de quoi freiner à la hauteur du moteur. Pour passer les gros disques, il fallait monter des jantes de... Ouais, c'est toujours du 16. Simplement, le dessin d'origine ne permettait pas de rentrer les freins. Regardez comme ça passe juste dans ces jantes Hartge. Qui lui vont, je trouve très bien. Maintenant, regardons le moteur parce que c'est là où la plupart du travail et des dépenses ont été faits. Un moteur qui s'ouvre à l'envers, comme j'aime. Et là, on va regarder. Voilà. Regardez un peu ce collecteur. C'est un truc de ouf. On dirait un nid de serpent. Ce cache-culasse. Et qui cache beaucoup de choses. Hein. Là, on voit pas tout. Qu'est-ce qui a été fait? Déjà, la cylindrée, il faut qu'on parle de la cylindrée. À l'origine, c'est un 2,5 litres. Ce qui se fait souvent, c'est un 2,7 litres, notamment sur la version Alpina de la Z1. Là, on est sur un M20 B31. Ok? Vous avez entendu? C'est un 3 litres 1. Donc, vilebrequin spécifique, bielle spécifique, piston haute compression. Évidemment, les segments aussi sont spécifiques. La culasse a été retravaillée pour permettre plus de débit d'air. Le collecteur d'échappement, on a vu. Le collecteur d'admission a été retravaillé. L'arbre à cam, il a des levées plus longues et plus hautes que celui d'origine. On a un contrôle moteur moderne pour gérer tout ça. Des gros injecteurs. Des grosses soupapes, j'en passe probablement et des meilleurs, mais à peu près tout ce qui pouvait être changé et amélioré et reconsidéré l'a été. C'est pas pour rien que le moteur a une couleur or, parce que c'est un peu un moteur plaqué or, tellement il a coûté cher. Je vais vous parler de cette voiture beaucoup plus longuement dans une future vidéo. Là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu du truc. La suspension, évidemment, a été revue. Ressort, amortisseur, barre anti-roulis. Et donc maintenant, on va prendre la route pour terminer le rodage de ce moteur neuf. Munich Icons s'est chargé des premières centaines de milliers de kilomètres, les premières centaines de kilomètres de rodage pour valider que tout se passait bien. Et donc maintenant, pour faire Bruxelles-Paris, on va achever ce qu'il reste à faire du rodage. Allez, en route. Alors, premier tour de roue. Et déjà, elle me revient cette impression spectaculaire d'être quasiment dans une moto à 4 roues. Et en particulier, je me souviens quand j'ai acheté cette Z1, je voulais vraiment pas me planter et donc j'avais organisé pour visiter et essayer juste avant une Z3M. Vous savez, cette espèce de roadster réputé être comme un dragster tellement il est surmotorisé. Et donc j'ai essayé la Z3M, ouais c'était super. Et après, genre une demi-heure plus tard, j'ai essayé la Z1 et là je me suis dit ah ouais ok. Parce que ce qui se passe, c'est que ok, une Z1 d'origine n'a pas beaucoup de pêche, elle a 170 chevaux, sauf que en roulant à basse allure, on est tellement bombardé de sensations, on se sent tellement exposé, on se sent tellement vulnérable, on a tellement cette impression de mais ce truc-là, il ne devrait pas être légal, ça devrait être interdit, mais qu'est-ce que vont dire la police? Qu'est-ce que va dire mon assureur? Et donc c'est une machine finalement plus spectaculaire qu'un Z3M, je trouve, même si c'est moins sportif, même si c'est moins performant, parce qu'on a des sensations tout le temps. Alors qu'avec une Z3M, on a seulement des sensations quand on est vraiment dessus, quand on la cravache, quand on la roule sportivement, et le reste du temps, quand on roule doucement, normalement, dans le flux de la circulation, c'est juste une voiture comme une autre. Alors que celle-là, c'est jamais une voiture comme une autre. À chaque instant, on a un sens de l'occasion total.
Oh, c'est spectaculaire, c'est enivrant. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que déjà là, je suis à 45 km/h et déjà je sens beaucoup de vent. Je tâcherai plus tard, quand je reviendrai vers vous à des vitesses un peu plus élevées que 45, de lever les portières et les fenêtres pour que vous puissiez m'entendre. Sinon, mes impressions rapidement des modifications faites en roulant doucement, c'est que la suspension est relativement subtile. Elle prend les dos d'âne comme on vient de faire sans problème. On sent que les masses vont être contrôlées parce qu'on sent que c'est une suspension sportive. Pour autant, c'est pas du tout sec. Ça absorbe bien les aspérités. La direction est relativement directe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moteur, il se laisse emmener tout doucement sans problème. Ça, c'est grâce au contrôle moteur moderne, sans doute. Malgré une puissance, parce qu'au banc, il a sorti quoi, 240 chevaux. Ouais, c'est ça, 240 chevaux. C'est beaucoup plus que les 170 d'origine. Et c'est pas mal plus que la version Alpina qui fait 2,7 litres et qui sort de mémoire 215 chevaux, il me semble. Bon, je vais vous reprendre un peu plus tard en route. Alors, pour qu'il n'y ait pas trop de redites entre cette vidéo et l'essai complet que je vais faire, je vais délibérément pas vous donner toutes les impressions de conduite, mais par contre, ce que je vais vous donner ici, ce sont les dessous de l'opération. Comment ça s'est passé, combien ça a coûté, c'était quoi les difficultés, les frustrations. Parce qu'il y en a eu. Alors, on avait budgété avec Munich Icon sur un budget de... parce que je savais qu'on allait finir à 75 000 € au total. On avait budgété sur à peu près 30 000 € de préparation, comprenant le moteur, l'embrayage, la boîte, etc. Bon, alors coup de poker. Je viens de devoir m'arrêter sur le bas-côté parce que j'ai un problème d'embrayage. Regardez la pédale d'embrayage qui va au sol, qui reste au sol. On a clairement un problème d'émetteur ou de récepteur d'embrayage. Oh, bon, faut que j'appelle Munich Icons et il faut que je me fasse dépanner. Les joies des vieilles voitures. Bon, alors je suis un peu essoufflé parce que je viens de pousser la Z1 sur une trentaine de mètres pour bien la mettre à l'abri dans cet arrêt de bus. Munich Icon sera là avec leur plateau d'ici 20 minutes, 25 minutes peut-être. Je suis deg. Je prenais un plaisir fou. J'ai fait 15 minutes. Tout se passait bien. Je retrouvais tout le plaisir de rouler une Z1. Tout le plaisir de juste rouler doucement, faire le rodage. C'était déjà ça. Et maintenant, la pédale d'embrayage va au plancher. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir rectifier tout de suite. Et donc il va falloir que je retourne à Paris depuis Bruxelles par le train. Et c'est la vie, hein, quand on a des vieilles voitures. C'est décevant et c'est pas un problème très, très grave dans le grand plan des choses. Alors la Z1 est de retour chez Munich Icons et disons que je préfère prendre cette opportunité comme une opportunité de cultiver ma patience et mon équanimité. Vous savez ce qu'on dit, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit comment on vit les choses qui nous arrivent. Je profite que la Z1 soit en l'air pour vous montrer les dessous. Parce que voilà, tous les éléments de suspension et de freinage ont été refaits. L'échappement, bien sûr aussi. On voit le bloc moteur flambant neuf. Et à l'arrière, c'est la même histoire. Les bras de suspension sont neufs. Les ressorts amortisseurs sont neufs. Les freins sont neufs. Tout est propre. Bon, alors comme vous voyez, je suis dans un train, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à réparer la Z1 pendant que j'attendais. Après vérification, l'émetteur et le récepteur d'embrayage étaient bien des pièces rutilantes, neuves.
de chez Brembo. Ça m'aurait étonné qu'on laisse les anciennes pièces avec tout ce qu'on a fait sur cette voiture. Il n'y a pas de fuite de fluide hydraulique. Pourtant, il y a des bulles qui s'introduisent dans le système, des bulles d'air, ce qui fait que le système ne peut pas fonctionner. Il y aurait eu comme piste de regarder l'émetteur, sauf que ils n'avaient pas la pièce en stock. C'était un peu risqué que je passe davantage de temps, j'avais déjà attendu 2 heures. J'ai préféré reporter ça à une autre fois pour les laisser tranquillement terminer. Quoi vous dire, je suis un peu déçu. D'un autre côté, c'est pas un problème très grave et il faut souligner que Munich Icons a été top. Vous savez, on dit qu'on peut mesurer la qualité d'un SAV seulement une fois qu'on a un problème. Là, j'ai eu un problème. Munich Icons a tout arrêté, ils ont arrêté l'atelier, ils sont venus tout de suite avec leur plateau pour me récupérer et ils ont travaillé dessus tout de suite, ils ont reculé la voiture qu'ils avaient à livrer, ils ont repris une pièce qui avait été commandée pour une autre voiture, bref, souplesse, et ils me traitaient comme ça avant que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est pas un traitement spécial YouTube. C'est appréciable, même si tout ça est très frustrant. Quelques jours plus tard, me voilà sur un quai de train en Belgique. Ça veut dire que je suis en train de retourner chercher ma Z1 fraîchement préparée pour la 2e fois. Le problème n'était pas grave, mais il était difficile à diagnostiquer parce que insoupçonné. De retour à Munich Icons, c'est toujours l'opportunité d'examiner des faces de requin. On a une E28 berline et un E9 3 litres CSI coupé. Celle-ci présente déjà très joliment et en fait elle va faire l'objet d'une restauration complète pendant l'hiver à venir. Et on va retrouver ma chère Z1. Cette fois vous la voyez en configuration capotée. Regardez comme c'est compact comme voiture. On va montrer encore les portes. Alors je vais profiter que la Z1 soit capotée pour vous montrer comment la décapoter. Il y a 2 attaches pare-brise. Voilà. On soulève un peu la partie avant. On soulève la partie arrière pour aller avec. Il y a un levier qu'on tire à l'intérieur pour déverrouiller le cache-capote. Après une sécurité sur laquelle on appuie. Pour lever le couvre-tonneau, on la baisse et on referme. Voilà. Alors on est parti pour le rodage et le plan c'est que je vais faire le rodage pendant à peu près 6 heures de roulage aujourd'hui. Je vais me camper en fin de journée à un hôtel non loin d'ici, donc le point de départ, donc je vais faire une grande boucle. Et demain matin à la première heure, quand l'auto sera froide, et le boulot sera fait post-rodage et après je pourrai continuer à rouler, mais normalement. Alors, je vais sortir d'un rond-point et j'ai baissé les portières et les fenêtres pour vous montrer à quel point le vent va arriver vite. Là, on est à 40, 50, 60, on y va doucement, 70. Je pense que vous sentez comme un ouragan arriver. C'est ce qui fait l'ambiance de cette Z1. C'est une moto sur 4 roues. On a une impression de vitesse, c'est assez fou. Alors, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un service qui ressemblait à la police qui m'a arrêté. Mais en fait, c'est un service de vérification administratif. Et ils veulent juste vérifier les papiers de la voiture. Marrant, on n'a pas ça en France. Alors, bon, les papiers sont en règle. Mon permis de conduire est en règle. Et c'était assez chaleureux comme vérification parce que l'agent de contrôle m'a dit à la fin avec un grand sourire, il m'a dit maintenant que tout est en règle, je peux vous dire que j'adore votre voiture, c'est trop cool, je suis fan de bagnole et on n'en voit pas souvent, on n'en voit jamais même des comme ça. Alors je suis halluciné par la fréquence des radars de vitesse et de feu rouge en Belgique. J'ai l'impression qu'il y en a quasi littéralement un sur chaque ligne droite.
hallucinant. Alors, les excès de vitesse, ça ne va pas trop nous concerner aujourd'hui puisqu'on est en période de rodage. Ça consiste en quoi de rouler en rodage? Ça consiste à rouler de façon souple, c'est-à-dire des faibles régimes, des faibles charges sur l'accélérateur et en même temps en évitant d'être tout le temps au même régime. En gros, ça veut juste dire de rouler doucement sur des routes de campagne, c'est tout ce que ça veut dire. Et puis, petit à petit, après la première moitié du rodage, qu'on va faire vraiment doux, et bien petit à petit, sur la route de retour vers Munich Icons, on va commencer à augmenter petit à petit le régime, petit à petit la charge. L'idée, c'est de faire vivre au moteur tout un tas de profils d'utilisation, sans jamais le mettre en stress, pour que les différentes pièces métalliques se fassent les unes aux autres. En ce début de rodage, je me permets jusqu'à 3000 tours maximum, ce qui permet quand même en cinquième, même avec un pont court, d'arriver jusqu'à 110 à l'heure. Donc on peut rouler tout à fait normalement sur des routes de campagne. C'est assez libérateur parce que ça veut dire que si je loupe un tournant, si je me perds, ça n'a aucune importance parce qu'un roulage en vaut un autre. Bon, alors avec ce soleil de plomb et la température ambiante qui, j'ai l'impression, frise les 35, je me suis mis à l'ombre en mettant la capote et en ouvrant les portes. C'est pas mal, il y a un flux d'air qui traverse la cabine et je suis à l'ombre. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette espèce de cathédrale néo-moderne en bord de fleuve? Je connaissais pas, spectaculaire. Je sais pas où on est. On fait du tourisme. Bon, j'ai terminé la moitié du roulage de rodage. Je suis allé de Bruxelles en France par des petites routes. J'en suis à ma deuxième bouteille de 1,5 litre d'eau parce que c'est la putain de canicule. C'est pour ça que je suis en train de rouler avec le toit en place et les portières baissées. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je vais essayer de les monter un peu. Je vais vous épargner le bruit. Mais je vais baisser quand même les vitres parce que sinon je vais mourir. Ah, alors je viens juste de croiser le panneau Belgique. Je suis de retour en Belgique. Ça m'a pris 3 heures pour faire la première moitié du chemin et donc maintenant j'ai 3 heures pour faire la deuxième moitié. Alors ce genre de roulage, de rodage, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ceux qui ont vu ma vidéo sur mon ex Porsche 997 GT3 RS savent combien j'aime le sentiment d'abandon à rouler une voiture sportive. Et là c'est un peu l'inverse, c'est un exercice de discipline. Mais il faut le faire. Alors c'est peut-être le moment de vous raconter un peu mes déboires avec cette Z1. Je l'ai achetée, elle roulait parfaitement bien, c'était une voiture sans grand problème. Et je voulais en faire une Z1++. Je voulais adresser les critiques qu'ont valablement fait la presse à l'époque concernant le manque de performance par rapport à un châssis qui est tout de même très accompli, très compétent, et les rapports de boîte trop longs et un comportement finalement pas très sportif, décevant par rapport à l'allure très prometteuse de cette voiture. Et donc je l'ai emmené chez Munich Icons, avec qui j'avais déjà bossé sur ma série 3 E21. Ils m'ont fait un resto mode. Alors, comme tout gros chantier, le budget a été largement dépassé. On avait initialement tablé sur, je sais plus, 25 000 euros, 25 à 30 000 euros. C'est déjà beaucoup de travaux de rénovation, restauration, modification. Et finalement, une chose menant à une autre, vous savez, c'est le phénomène, pendant qu'on a les mains dedans, autant aller un peu plus loin. J'en suis arrivé à 45 000 euros de dépenses, en plus du prix d'achat de la voiture, qui par coïncidence numérique faisait 45 000 euros. Donc j'ai dépensé autant en modification et en restauration que la base, qui, je le rappelle, c'est pas comme si c'était une épave, c'était une voiture parfaitement saine, qui roulait ok. Donc quelque part, c'est pas raisonnable tout ça. Et les délais aussi ont été largement dépassés. On a eu du mal à se fournir des pièces.
Les pistons sur mesure, haute compression qui nous venaient des USA, il y avait un grand temps d'attente dessus. Bref, c'était assez frustrant. J'ai finalement récupéré l'auto en c'était juin donc de l'année 2023, juin dernier, après quelques 18 mois d'immobilisation. Et là, ma conclusion, c'était bon, le prix fait mal, les dépenses font mal, mais les dépenses, on les oublie et la qualité, elle reste. C'était ça mon raisonnement. Sauf que je suis parti avec ma femme en vacances au mois d'août, donc un mois après avoir récupéré ma Z1. Et là, arrivé à Grenoble, au départ de Paris, tout allait bien, sauf que la lampe pression d'huile rouge se met à s'allumer. Et ça, c'est la pire lampe, le pire voyant qu'on puisse avoir quand on roule. Alors, j'ai arrêté de conduire la voiture, je l'ai amené chez BMW Grenoble, appel à Munich Icons qui me disent bon on va dépêcher quelqu'un, on va venir en personne chercher la voiture. Le lendemain, le remorque était là. Moi entre-temps, j'étais remonté à Paris, laissant ma femme à Grenoble pour aller chercher une autre de mes voitures. Alors Munich Icons rapatrie la voiture et ils me disent là, catastrophe, faut qu'on fasse le moteur. Il s'est avéré, j'ai pas eu les news tout de suite, que c'était une erreur de leur part. Alors, ils me l'ont dit franchement, hein. Ils m'ont dit que pendant l'assemblage, il y a une pièce du circuit d'huile qui a été soit omise, soit mal connectée et qui a fait que tout le haut moteur n'était pas alimenté en huile, ce qui a fait que, en fait, il y avait l'arbre à cam et les soupapes qui tournaient quasi sans lubrification. C'est un miracle que le moteur ait fait quoi? Il a dû faire quasiment 1000 km avant que la limaille de métal qui était en train de s'accumuler dans la pompe à huile et dans son filtre a commencé à colmater le filtre et la pompe, a fait une baisse de pression d'huile qui a allumé le voyant moteur. Évidemment, à ce stade, des dégâts catastrophiques avaient été faits sur toutes les pièces mobiles, sur le bloc aussi, du moteur, ce qui nécessitait de refaire le moteur. Alors, Munich Icons a tout de suite pris leur responsabilité. Ils ont admis que c'était une erreur humaine. Moi, j'ai pas de problème avec ça, dans le sens où on est tous des êtres humains, on peut tous faire une erreur. Le tout, c'est de prendre ses responsabilités et de corriger. Ils ont le lendemain dépêché leur plateau pour rapatrier la voiture. Ils ont pris responsabilité, ils ont refait un moteur. Sauf que ça a pris des plombes à nouveau. À nouveau, il fallait commander des pistons sur mesure aux USA. C'est tombé juste après un grand salon du tuning et de la préparation de sportives aux USA. Donc les délais ont été rallongés. Bon, je vous la fais courte. Je récupère la voiture. C'était quand? Au mois d'avril dernier. Elle est sur le point de m'être livrée. Et là, Munich Icons me contacte et me dit non, ça va pas. On a fait tourner le moteur au ralenti. Juste pendant on a fait une demi-heure de roulage préliminaire. On a ouvert le haut moteur par précaution et on a remarqué des frottements anormaux sur l'arbre à cam. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et là, ils me disent, on a investigué la situation. Ça, c'est genre encore une semaine plus tard. Et il s'est avéré que c'était des basculeurs qui étaient mal conçus. C'était un mauvais lot de basculeurs. Bon, il a fallu argumenter avec le fournisseur, il a fallu en recommander d'autres chez un autre fournisseur. Bref, tout ça, et puis d'autres chantiers en cours chez Munich Icons, a mis encore genre 2 mois dans la vue. Et c'est seulement après que j'ai récupéré la voiture, c'est le début de cette vidéo, et où là j'ai eu le maître cylindre de frein qui a lâché.
Donc autant vous dire qu'après avoir dépensé 45 000 € en préparation restauration, après avoir attendu quasiment 2 fois 18 mois, et voilà, c'était une expérience très frustrante. Et maintenant, je vais y perdre beaucoup d'argent parce que je revends la voiture. Alors ça, c'est pas de la faute de la voiture, ça sont mes circonstances de vie qui ont évolué. Première circonstance, ma femme est enceinte et ça va être notre 3e enfant. Et voilà, les priorités ont changé. Alors je vais faire un dépassement là, sans dépasser les 3000 tours, je fais attention, sans prendre de charge. C'est un dépassement comme si j'avais 90 chevaux. Mais on avait de la place pour le faire, donc ça allait. Et évidemment, ça c'est pas de la faute de la voiture. Et deuxième circonstance, j'ai besoin d'argent parce que j'ai ma résidence secondaire qui ne se vend pas et j'ai un autre projet immobilier sur lequel j'ai des fonds à apporter. Voilà. Et je sais très bien qu'évidemment, quand on revend une voiture qui a été préparée, même très professionnellement préparée, on ne peut pas juste la valoriser au coût que ça a coûté. J'espère ne perdre que peut-être 50% de ce que j'ai investi dedans, et ce sera déjà abyssal. Donc voilà, tout ça me laisse un goût amer pour une voiture qui est géniale. Donc, je pense que plus tard, elle va me manquer. Je pense que plus tard, je vais le regretter, mais je me souviendrai de ce moment et je pourrai regarder cette vidéo dans laquelle je m'explique que j'ai pas vraiment le choix en ce moment. Donc vous savez tout. Alors, par rapport au rodage, on en est où? Je pense que le moment est venu de rehausser un petit peu le régime que je me permets. On va passer de 3000 tours maximum à 3500 tours maximum, toujours avec des faibles charges au niveau de l'accélérateur. L'admission directe fait un gros bruit de succion à charge partielle. Je me demande si vous entendez, écoutez. Ça fait... C'est assez amusant. C'est comme si on avait un moteur turbo presque. Alors, je m'aperçois qu'avec ma permission de 3500 tours maintenant, je peux conduire un petit peu plus sportivement et donc je peux profiter du châssis, de l'agilité de cette voiture qui a une direction très directe. On sent que c'est un poids de plume, on sent la compacité, on sent l'empattement court. C'est une voiture qui est vraiment vive. Ça, c'est très agréable. La conduite sportive, c'est une forme de méditation. Méditation pleine conscience, pendant laquelle, comme on est concentré sur ce qui se vit dans l'ici et le maintenant, le mental a tendance à se taire. C'est assez relaxant. Toujours doucement avec l'accélérateur, on est en rodage. Et hop à droite et hop à gauche, on fait danser le châssis. C'est pas interdit en rodage de faire danser le châssis. Et on va s'arrêter pour décapoter. Il est 19h passé, le soleil agresse déjà nettement moins là. C'est quand même mieux comme ça, non? Et là on retrouve ce côté moto à 4 roues. Je viens de me rendre compte d'un truc. Alors, je ne sais pas si pour vous ça paraît évident. Je remarque qu'au bout de 4 heures de roulage, mon niveau d'essence a peu baissé. Je ne sais pas, un 5e de plein peut-être. Je viens de me rendre compte de l'évidence que j'ai intérêt à rouler par les routes de campagne. Parce que je peux rouler beaucoup plus longtemps pour chaque plein si je roule sur une route de campagne que sur l'autoroute. Peut-être en exprimant ça plus simplement, ça veut dire que pour une distance donnée, par exemple un Paris-Lyon, on va utiliser un plein, que ce soit par autoroute ou par route de campagne, grosso modo, sauf que sur l'autoroute, ce plein sera cramé en 4 heures, alors que par les routes de campagne, ça va prendre peut-être, 9 heures.
Donc on va avoir beaucoup plus de temps de roulage par euro d'essence. Bon, il reste plus qu'une demi-heure de rodage, donc on va dire que c'est fait parce que je rehausse ma limitation de régime imposée, auto-imposée, de 3500 à 4000 tours, avec toujours des ouvertures de faible charge sur l'accélérateur. Voilà, 4000. Je commence à avoir nettement plus l'impression que je suis en train d'utiliser la voiture normalement. Voilà, on peut rétrograder. 4000. 4000. J'ai hâte qu'on soit demain matin, post-vidange, post-réglage du jeu aux soupapes, où on pourra laisser s'exprimer pleinement cette mécanique. 4000. Bon, c'est l'heure du dîner. J'ai failli me faire avoir parce que j'ai oublié qu'en Belgique, comme dans l'Est de la France, les gens dînent beaucoup plus tôt. Là, il est 21h passé. Tous les restos classiques sont fermés, ou presque. De toute façon, j'ai décidé en pleine conscience d'aller au McDonald's du coin. Ce que les gens cherchent chez le McDonald's, c'est pas une expérience gustative, c'est pas la qualité de la nourriture, c'est la prévisibilité. On sait qu'au McDonald's, on évitera une catastrophe. En plus, c'est climatisé et quand il fait 30 degrés, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, comme convenu, après les 7 heures pour terminer le rodage, on est de retour chez Munich Icons pour vidange, filtre, réglage aux soupapes et resserrage des différents couples de serrage. Seconde. Oh. Troisième. Le moteur est chaud et je viens vers vous avec des émotions mitigées. Évidemment, d'un côté, c'est excitant parce que le moteur délivre vraiment sur sa cylindrée, sa spécification. La sonorité beaucoup plus sérieuse et pleine d'intention, qui est presque méchante, en dit long sur les performances qui n'ont plus rien à voir avec une Z1 classique. Et pourtant, je suis rempli de tristesse, parce que je la vends, parce que faire construire une voiture quasi sur mesure, un resto mode comme ça, et la revendre derrière, c'est un bain de sang économique. Donc je m'en veux un peu de ne pas avoir eu plus de clairvoyance. Je veux dire oui, je la revends parce que ma femme est enceinte et on va avoir un troisième enfant. Et voilà, c'est des situations de vie qui ne sont plus compatibles avec immobiliser autant d'argent dans une voiture aussi frivole. Bon, je pensais avoir peut-être plus de moyens et de pouvoir la garder et je m'aperçois que c'est pas raisonnable, donc il faut qu'elle parte. Je ne sais pas combien d'argent je vais perdre quand on fait la somme de tout ce que j'ai dépensé dans cette voiture, mais en tout cas, ça va se chiffrer en un petit nombre de dizaines de milliers d'euros. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas juste mettre une croix sur des sommes comme ça sans arrière-pensée. Toute cette expérience a été surtout de la frustration parce que la construction initiale a pris 18 mois et surtout parce qu'ensuite, à cause d'une défaillance de construction, une erreur humaine, la première itération du moteur, on a dû la mettre à la poubelle et tout recommencer. Donc encore 18 mois. Et j'ai tout ça encore présent en tête, j'ai tout ça qui me pèse et qui compromet l'appréciation de cette voiture, qui ne va plus être la mienne pendant très longtemps.
Voilà, c'est dur. Bon, de toute façon, je suis sur des autoroutes belges. Là, il y a beaucoup de circulation. Regardez, ça sert à rien de vous faire une démonstration de la voiture là. Bon, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un reportage ou un essai complet, mais je vais vous montrer l'accélération de ce resto mode. On est en seconde à 40. Allez, on y va. Oh, à 4000, ça décolle total. On s'insère. Ce son. Ouais. La performance n'a rien à voir avec le Z1 d'origine. Ça n'enlève pas que j'ai cette tristesse de fond. Et pour autant, bah, c'est une voiture qui est pleine de joie. Donc c'est dommage. Déjà, la Z1 de base, c'est probablement la voiture la plus curieuse, la plus délirante que j'ai jamais essayée. Mais en plus, quand on fait un paquet de modifications bien ciblées, elle n'en devient que plus fascinante. Départ de péage. Bon, coup de théâtre et désagréable. J'étais en train d'arriver en région parisienne dans des bouchons donc, et je me suis aperçu que la voiture a commencé à tousser autour du ralenti, si bien que je devais maintenir le régime avec l'accélérateur. Il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence en plus, donc c'était assez stressant. J'ai quitté l'autoroute à la première sortie, me voilà. J'ai expérimenté, je vais vous montrer exactement comment ça fait. Je suis en train de détacher la caméra, désolé si je vous donne le tournis. Alors on y va. Bon, déjà elle démarre pas bien. Est-ce que vous entendez que ça tout saute quand je réaccélère une fois revenu au ralenti? Ça tout saute, ça pétarade. Ah, est-ce qu'elle tient le ralenti maintenant? Là elle le tient, mais c'est pas toujours le cas. Les 6 bougies et la bobine sont bien enclenchées, donc c'est pas ça. Bon, alors ce que je vais faire, j'étais à 1 heure de chez moi par autoroute, par petite route c'est 1h30. Je vais tenter de rallier chez moi par petite route, comme ça si jamais ça s'aggrave, bah, je pourrais m'arrêter en sécurité. Je suis assez saoulé. Bon, je suis arrivé, non sans mal, parce que la Z1 a du mal à maintenir son ralenti. En fait, elle commence à tout sauter, donc à manœuvrer dans le parking ici, ou alors dans un embouteillage sur le périph' comme tout à l'heure, bah, elle n'est pas contente. Et il faut la maintenir sur les gaz, faut jouer du frein et de l'accélérateur pour éviter qu'elle cale. Après, quand elle cale, comme ça m'est arrivé 3-4 fois, bah, elle a du mal à redémarrer. Et après, par contre, quand elle est en train de rouler, plus aucun symptôme. Là, je vais la laisser refroidir. Je vais revenir tard ce soir pour voir si la température d'eau, température d'air sont un facteur ou non. Et puis ensuite demain, avec Thibaut de Munich Icons, bah, on va faire quelques vérifications pas trop faciles. On va chercher une éventuelle fuite d'air, le capteur de position du point mort haut, du vilebrequin, des choses comme ça. Bah, je suis un peu saoulé. Bon, ça c'est en partie parce que vous ne le voyez pas à la caméra, mais il fait une lourdeur là. Je pense qu'il va y avoir un orage de ouf parce qu'il doit faire, bah, il fait plus de 30 degrés avec un taux d'humidité énorme. Donc c'était pas très agréable. Mais bon, je devrais pas me plaindre, je pense. Alors, épilogue, on n'a pas trouvé tout de suite. Avec Munich Icons au téléphone, j'ai vérifié tous les capteurs de l'environnement moteur. On a vérifié ensemble s'il n'y avait pas une fuite d'air au niveau des durites d'admission. On a émis l'hypothèse que c'était peut-être la pompe à essence qui commençait à faiblir.
mais d'un autre côté, ça le faisait plutôt dans des situations style embouteillage, donc quand l'environnement moteur était chaud. Je me suis dit, je vais changer la bobine d'allumage. Si jamais c'est pas ça, bah tant pis, j'en aurai une d'avance, c'est toujours bon à avoir. C'était ça. Du coup, la Z1 remarche parfaitement. J'ai pu vous faire l'essai complet de la voiture que je vais publier bientôt sur cette chaîne. Et en attendant, j'aimerais votre avis sur un truc. Parce que ça, c'est ma première vidéo vlog. Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres pendant lesquelles je vous embarque avec moi pour vous faire vivre ma collection de BMW, comment ça fait d'acheter, de vendre, d'entretenir, de les rouler, de faire des road trips? Mettez un commentaire, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour m'envoyer un signal si vous voulez que j'en fasse davantage. Sur ce, à bientôt. Au revoir.